Le docteur Piper Neumann est donc une collègue oncologue médicale qui travaille au quotidien avec les patients et qui va nous présenter les essais cliniques qui sont passés et les essais cliniques à venir, donc ceux à quoi vous avez participé. C'est le petit point que je vous ai dit tout à l'heure au tout début de la journée. C'est que là, c'est des diapositives qui peuvent être un peu dures, qu'on soit atteint d'un mélanome uvéal, qu'on ait un proche atteint d'un mélanome uvéal, qu'on ait une métastase ou pas. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des patients qui m'ont rapporté en consultation que ça avait été dur pour eux et qu'ils n'ont pas envie de se reconnecter à la journée patient à cause de ça, parce qu'ils ont vu les courbes de survie, ils se disent « mince, qu'est-ce qui va m'arriver à moi ?» Si vous êtes en ligne et vous pensez que vous pouvez vivre comme ça, faites une pause, vous nous dites au revoir et vous nous reverrez dans quelques jours en replay si vous voulez, parce que c'est enregistré et quand vous aurez envie de regarder cette présentation, vous pouvez regarder cette présentation. Si vous êtes dans la salle, voilà, sachez que là, on va parler de choses un peu dures, parce que là, on va parler de patients atteints de métastases et donc de risque de décès, parce que c'est ça l'enjeu quand on a des métastases. Donc voilà, je voulais prévenir de cela. Je voulais vous rappeler aussi qu'on parle de courbe de survie, donc on parle de population. En termes de réflexion de recherche clinique, on est obligé de penser à des populations de 50, 100, 200, 300 patients. Et qu'on ne parle pas de vous, précisément. Et je vais faire une toute petite anecdote, désolé, je vais prendre un petit peu de temps pour ça, mais il y avait un très grand chercheur au XXe siècle, dont je passe les détails, qui avait une maladie très grave diagnostiquée dans les années 80, un mésothéliome péritonéal, et le chirurgien avait refusé de lui donner le pronostic. Il avait fait tout le tour de la littérature le jour même, il a découvert que c'était catastrophique, que tout le monde décédait dans les 3 à 5 ans qui suivaient, et donc il était désespéré, puis il s'est dit c'est une courbe de survie avec une population, à la fin il y a des gens qui survivent, c'est une histoire de population effectivement, la quasi-totalité meurt au bout de 3 à 5 ans, pourquoi ce ne serait pas moi, pris en charge dans le meilleur hôpital des États-Unis, jeune, qui serait justement parmi ceux qui vivent le plus longtemps possible. Et ce monsieur est décédé 20 ans plus tard de tout à fait autre chose. Je le garde comme exemple parce que c'est un vrai exemple, il a écrit un bouquin là-dessus, Stephen Jay Gould, je ne sais plus comment c'est comme ça, bref, quelque chose comme ça, un chercheur, pas ces détails, mais voilà. Gardez bien ça aussi en tête quand vous voyez les cours de survie. Excuse-moi pour l'introduction un peu longue. Je t'en prie. Bonjour tout le monde. Ravi d'être là pour cette 6e journée. Donc, effectivement, on va parler des essais cliniques parce que c'est en faisant des essais cliniques qu'on fait des progrès et que les traitements permettent de soigner de mieux en mieux de plus en plus de patients. Juste un petit rappel que cette maladie s'appelle mélanome, mais que c'est ce qu'on appelle un mélanome rare qui n'a rien à voir avec le mélanome cutané. Donc, première recommandation, quand vos proches, vos médecins, type médecin traitant ou autres, vous disent « Ah, alors, dans le mélanome cutané, on fait des TEP scans, on cherche la mutation BRAF, on fait ceci, on fait cela », vous leur dites, alors moi je n'ai pas un mélanome cutané, j'ai un mélanome rare qui s'appelle mélanome uvéal. Je vais voir un spécialiste dans telle ou telle ville. La France est organisée dans un réseau national de 9 centres qui s'appelle Mélaconat, où vous trouverez ophtalmo et oncologistes médicaux qui connaissent cette maladie, parce qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. On n'est pas plus intelligent, on le fait juste plus souvent. Donc ça, c'est l'introduction. Et donc, dans une maladie rare en général, un cancer rare en particulier, on a forcément besoin de vous pour avancer. On va avoir plus de mal à rassembler 50 ou 100 patients dans une maladie qui ne fait que 500 nouveaux diagnostics par an en France. Et les prélèvements, qu'il s'agisse de sang ou de tumeurs de ces patients, pour faire des progrès en médecine grâce à la science. On a besoin, comme mes collègues vous l'ont dit précédemment, d'échantillons. On a besoin de mettre en place des modèles précliniques. On vous a bien expliqué ce que c'était tout à l'heure. Parce qu'on va faire des hypothèses. On ne va pas faire des essais cliniques au hasard. On va faire des hypothèses sur ce que les chercheurs ont vu au laboratoire, sur l'expérience de telle ou telle molécule dans un autre type de cancer, par exemple, ou carrément dans une autre maladie, parce qu'il y a des fois des médicaments qui sont utilisés dans des maladies et puis qui ont un mécanisme d'action qui pourrait s'appliquer à une cellule tumorale. Bref, on fait des hypothèses avec nos collègues biostatisticiens. Donc, on ne fait pas de la magie noire, on ne fait pas d'essais cliniques au hasard. Tout ça est très calibré, d'autant qu'on a affaire à une maladie rare et qu'il va être donc difficile de rassembler 50 ou 100 patients sous la même bannière de l'essai clinique. Et donc forcément, on va travailler avec l'international, les autres pays en Europe et au-delà de l'Europe.
Alors, le premier type de traitement qui est utilisé, et il a été historiquement par défaut, parce qu'il n'y avait pas de médicament efficace dans le mélanome uvéal, donc par défaut, on utilisait l'immunothérapie, comme dans le mélanome cutané métastatique, avec des résultats pas très intéressants, pour être honnête, à la fois en termes de réponse, c'est-à-dire de diminution de taille de la tumeur, mais également en termes de survie. Il y a pourtant certains patients chez lesquels ce traitement va être très efficace. Et donc là, c'est un exemple de collaboration médecine-recherche qui est remarquable. C'est le travail de thèse de Manuel Rodriguez. Donc une de mes patientes pour laquelle il n'y avait pas d'essai clinique. Elle avait des métastases d'un mélanome uvéal et je l'ai mise sous immunothérapie, type d'immunothérapie qu'on utilise dans le mélanome cutané. Et elle a très bien répondu, qu'il s'agisse de métastases dans le foie, dans les poumons ou sous la peau, dans les muscles. Donc, c'était totalement inattendu. Et grâce à l'étude Alcina, on vous en a parlé tout à l'heure, grâce au laboratoire d'Olivier Lance et au prélèvement sanguin pour immunomonitoring, c'est-à-dire comment les populations de lymphocytes dans le sang réagissent à une immunothérapie chez un patient donné, eh bien Manuel a pu, avec l'équipe bien sûr de Marc-Henri, identifier une mutation d'un gène qui s'appelle MBD4, et je vous passe les détails, mais en gros qui est une espèce de marqueur qui peut nous dire chez tel patient l'immunothérapie de type mélanome cutané a un intérêt. Alors depuis, on sait que ça représente à peu près 2% de la population de mélanome uvéal. C'est pas beaucoup, mais ces 2%-là, ils peuvent bénéficier de ce traitement. Et ça a pu être, au-delà de cette patiente, cas test, si j'ose dire, recherché sur une population plus large au niveau français, et les mêmes résultats ont été trouvés. Alors, autre chose qu'on utilise dans le mélanome uvéal, qu'on a utilisé et qui est beaucoup utilisé aux États-Unis à défaut de mieux, c'est l'association ipilimumab-nivolumab. Donc c'est une combinaison d'immunothérapie qui marche très bien dans le mélanome cutané, moins bien dans le mélanome uvéal. Vous voyez, il y a eu 2 petites études. Celle-ci est la diapo suivante chez 50 et 30 patients respectivement, avec un traitement qui marchait chez certains patients et notamment chez des patients qui avaient des métastases en dehors du foie, avec une toxicité sévère. Dans cet essai chez 50 patients, une toxicité sévère, donc c'est ce qu'on appelle grade 3-4 chez 40%, presque 1 sur 2, et 2 décès. Et dans la suivante, c'est pas mieux, 40% de toxicité sévère, avec un arrêt définitif du traitement pour toxicité chez un tiers d'entre eux. Donc, pas d'effet particulièrement important de cette association chez un petit nombre de patients dont le suivi était d'environ 1 an. Donc bien sûr, les résultats d'une étude à 1 an, ce n'est pas forcément la même chose qu'avec un peu plus de délai. Quelle était l'imagerie utilisée pour évaluer ces patients? Mes collègues ce matin vous ont parlé de l'importance de l'IRM du foie, donc ça je pense que vous avez compris l'intérêt de cet examen. Et enfin, il faut absolument, comme Manuel l'a fait pour la patiente répondeuse au pembrolizumab, aller étudier la biologie des gens qui répondent. On apprend beaucoup la différence entre un patient répondeur et un patient non répondeur, finalement, à n'importe quel type de traitement. Et pour terminer sur cette association ipilimumab-nivolumab que les Américains utilisent assez facilement, beaucoup moins d'ailleurs chez nous en Europe, il y a une étude de comparaison indirecte qui a été faite par un collègue espagnol et qui a été publiée récemment, qui est à gauche la comparaison de cette association au pembrolizumab tout seul, ça fait pas mieux, et à droite la comparaison de cette association au tebentafusp, ça fait moins bien. Donc en Europe, en France en particulier, nous utilisons exceptionnellement cette association ipilimumab-nivolumab. Donc aujourd'hui, 21e siècle, nouvelle génération d'immunothérapie. Il y a eu vraiment une révolution dans les années 2000 dans le cancer du poumon, dans plein dans le mélanome cutané avec cette première génération d'immunothérapie. Aujourd'hui, on en est déjà à la seconde génération avec ce que j'appellerais des immunothérapies intelligentes, c'est-à-dire qu'ils vont aller cibler quelque chose de bien particulier dans un cancer bien particulier. Évidemment, la première de ces immunothérapies intelligentes,
c'est le tebentafusp. C'est ce qu'on appelle un médicament bispécifique. Ça veut dire qu'il a 2 bras. Il va accrocher une cellule tumorale grâce à une petite molécule et accrocher de l'autre côté un lymphocyte. En l'occurrence, il va aider les lymphocytes à trouver leur cible. Ces lymphocytes tueurs qui sont là pour détruire les cellules qu'ils auraient dû depuis longtemps reconnaître comme étrangères, les cellules du cancer que nous fabriquons tous les jours dans notre organisme. Mais heureusement, on a des régulateurs qui nous permettent de tuer ces cellules qui se sont emballées sur la machine de l'usine à cellules. Bref, le tebentafusp, il a été testé donc dans cette étude de phase 3 dont mes collègues vous ont parlé. Donc c'est bien qu'on voit, il y a les premiers résultats ont été publiés en 2021. Donc des patients en première ligne de traitement systémique, systémique ça veut dire par médicament, pas par chirurgie ou radiofréquence, qui sont HLA A0201 positifs, parce que le plateau qui permet à la molécule d'atteindre la cellule tumorale, c'est un plateau de présentation et il s'appelle HLA A0201. Ça représente 45-50% de la population caucasienne. Donc caucasienne, c'est le mot pour dire population blanche, de race blanche. Et ces patients donc étaient randomisés. Une étude randomisée, c'est une étude où il va y avoir 2 groupes. Pour être certain dans une étude clinique qu'un médicament fait mieux qu'un autre, il faut avoir au même moment des patients candidats au médicament dans les mêmes conditions et qui vont de façon aléatoire. Ça veut dire c'est un ordinateur qui décide, c'est pas vous le docteur, c'est pas lui le patient, c'est un ordinateur qui décide quel traitement vous allez recevoir. Vous avez un traitement de référence et vous testez une hypothèse avec un deuxième traitement. Et vous espérez que le nouveau traitement fasse mieux que l'ancien. Pour le prouver, il faut ce tirage au sort pour que, toute chose égale par ailleurs, l'âge du capitaine, la quantité de maladies dans le foie, l'état général, etc., s'il y a une supériorité du bras du nouveau médicament, elle est liée au médicament et pas à une cause extérieure et surtout pas à votre choix ou à celui du patient. C'est ça ce qu'on appelle une étude randomisée. Évidemment, toute étude randomisée, elle est validée par un comité d'éthique, elle est validée par un comité patient qui s'assure qu'il n'y a pas de perte de chance pour le patient. Au contraire, on lui offre une chance supplémentaire. Par exemple, dans cette étude, les patients sont randomisés 2/1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 3 patients qui participent à l'étude, 2 ont le nouveau traitement et 1 a le traitement de référence. Ici, vous avez la population de l'étude à gauche. Vous voyez les 2 bras, c'est-à-dire 252 patients ont reçu... C'est là? Non, c'est pas là. Voilà. Ah oui, mais j'ai sauté. Voilà. Donc, 252 patients ont reçu le tebentafusp et la moitié ont reçu un traitement au choix de l'investigateur. Pourquoi? Parce qu'avant le tebentafusp, il n'y avait pas de traitement de référence chez les patients HLA 0201 positifs. Donc, il y avait plusieurs possibilités, dont une immunothérapie type mélanome cutané ou de la chimiothérapie. La première chose qu'on regarde dans une étude randomisée, c'est que les 2 groupes de traitement soient identiques. Pour comparer des choses comparables, il faut qu'il y ait la même chose dans les 2 paniers par rapport à ce qu'on appelle par exemple les facteurs de pronostic connus de la maladie. Donc c'est par exemple l'état général, ce qu'on appelle le statut ECOG. C'est par exemple le taux de LDH qui reflète souvent la masse tumorale ou la taille de la plus grosse lésion ou enfin la localisation de la maladie dans le foie. Ici, les 2 groupes étaient équilibrés. Dans cette étude, un des objectifs, c'était de regarder le temps de sous-traitement sans progression de la maladie. Donc on mesure avec des images au moment où on commence et on mesure 3 mois plus tard dans cette étude ce que sont devenues les tumeurs. Et on voit qu'il y a une petite amélioration avec le tebentafusp. On passe de 3,3 à 2,9 mois. C'est ce qu'on appelle significatif sur le plan statistique, mais entre nous, ça ne change pas grand-chose. En revanche,
et c'est l'objectif principal de l'étude, une amélioration de la survie qui passe de 16 à 22 mois et surtout une réduction du risque de décès de l'ordre de 50%, avec à 1 an 73% de patients vivants versus 59% dans l'autre groupe. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, puisque jusqu'à ce médicament, et ici on parle des résultats à 14 mois de suivi, donc un peu plus d'1 an, c'est court, il y a déjà quelque chose de significatif. Encore plus intéressant, les patients en progression, ils vivent plus longtemps quand ils reçoivent du tebentafus que s'ils reçoivent le traitement du groupe contrôle. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ma maladie progresse et pourtant, avec ce médicament, ma survie va être meilleure que dans l'autre groupe des patients traités par le traitement de référence. En fait, ce que ça veut dire, c'est que possiblement, la mesure de la maladie sur des critères radiologiques classiques ne traduit pas totalement le bénéfice en survie lié à ce nouveau type de médicament. Et c'est ce que Choufang vous a expliqué tout à l'heure. En termes d'effets secondaires, on y reviendra après. En termes d'effets secondaires, c'est un médicament qui est bien toléré au-delà du premier mois de traitement, avec 2 types d'effets secondaires qui sont liés en fait à son mécanisme d'action. Le premier, c'est que ce médicament, il cible une molécule qui est exprimée à la surface des mélanocytes, donc les cellules qui fabriquent de la mélanine, donc beaucoup la peau, un peu la rétine, et comme on vous l'a montré ce matin, parfois dans d'autres organes, mais de façon plus anecdotique. Donc on peut avoir une éruption cutanée. Cette éruption cutanée, elle peut être rouge, elle peut être chaude, c'est-à-dire inflammatoire, et elle peut gratter. Et ça survient 4 à 6 heures après l'injection. Cette éruption, elle diminue au cours du temps, puisque ce médicament est administré toutes les semaines en perfusion courte, et au bout de 2-3 jours, après les premières injections, il n'y a plus du tout de réaction cutanée. Le deuxième type de réaction, il est lié à la réaction immunitaire. On appelle ça un orage cytokinique, c'est-à-dire qu'on va, grâce à ce médicament, activer les lymphocytes T qui vont relarguer, mettre dans le sang des petites molécules qui vont amplifier la réponse immunitaire. Donc c'est de la fièvre, ça peut être une diminution de la tension artérielle, voire ce qu'on appelle une hypoxie, c'est-à-dire la sensation de manquer d'oxygène. Dans tous les cas, c'est une réaction qui est extrêmement modérée et fugace. Il y a moins de 1% des patients dans cette étude clinique, donc sur plus de 250 traités, qui ont eu un effet secondaire de grade 3-4, nécessitant par exemple des mesures de type réanimatoire, aller dans une unité de soins intensifs, recevoir des perfusions, des corticoïdes, voire ce qu'on appelle des médicaments vasopresseurs pour faire remonter la tension. Et donc c'est ce que je vous disais, ces effets secondaires qui sont liés au mécanisme d'action du médicament, ils vont s'atténuer au cours du temps, à la fois en fréquence, donc les courbes elles diminuent, et en intensité, la partie noire, elle est de plus en plus petite. Si bien qu'à partir du 4e ou 5e traitement, les effets secondaires sont minimes. Le traitement est administré en externe, donc en hôpital de jour, sans que le patient n'ait à dormir à l'hôpital. Il rentre chez lui par ses propres moyens à l'issue de la séance. On lui recommande de prendre par exemple de la polaramine et du paracétamol 4 à 6 heures après l'injection, donc le temps de rentrer à la maison. Peut-être que la première nuit, il ne va pas dormir aussi bien que d'habitude, mais il y a plusieurs patients qui pourront en témoigner ici. Leur vie est parfaitement normale. Ce qui est important, c'est qu'il y a très peu d'arrêts pour toxicité. 2% dans le bras tebentafus dans cette étude et 4,5% dans l'autre bras. Et qu'au final, c'est un traitement qui, au long cours, est compatible avec une vie normale. Cette année, ont été présentés puis publiés les résultats de la même étude, avec non pas 14 mois de recul, mais 3 ans de recul pour les patients qui restaient encore sous traitement, bien évidemment. Les résultats sont confortés, c'est les mêmes résultats en termes de survie. Et donc, on a finalement un tiers des patients
qui sont encore vivants sous tébentafusp à 3 ans de traitement. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant avec n'importe quel médicament dans cette maladie. Ici, très intéressant, la notion de contrôle de la maladie. On a vu qu'on a des radios, des IRM qui nous permettent de mesurer ce qu'on appelle des cibles, donc des nodules, des boules, on les appelle comme on veut, qui font 5 à 10 mm au minimum, et suivre toujours les mêmes cibles grâce à nos collègues radiologues au cours du temps, tous les 3 mois, sous traitement. Mais il y a aussi des patients qui vont avoir une diminution de taille de ces nodules beaucoup plus petite, beaucoup plus modeste que ce qu'on peut appeler une réponse objective où il faudrait une diminution de 30%, ce qui est quand même une grosse diminution, voire des patients qui vont avoir d'abord une maladie qui va avoir tendance à grossir, puis se stabilise, puis diminue un peu ou pas, puis réaugmente un peu ou pas. En tout cas, sur le long terme, on appelle ça un contrôle de la maladie. L'absence d'apparition de nouvelles lésions et grosso modo des cibles qui sont relativement contrôlées par la maladie. Et je pense que c'est bien visible sur ce schéma de droite, ce qu'on appelle un swimmer plot, c'est-à-dire qu'on est comme dans une piscine avec des couloirs de nage. Chaque couloir de nage serait un patient. En bordeaux, c'est les patients traités par tébentafusp, et en bleu, c'est les patients traités par le bras contrôle, c'est-à-dire au choix de l'investigateur. Donc vous voyez bien que les couloirs bordeaux, d'abord, ils sont bien plus nombreux que les couloirs bleus, et puis ils vont beaucoup plus loin dans la piscine. Donc la durée de traitement et le nombre de patients sous traitement est quasiment 2 fois plus important avec le tébentafusp qu'avec le traitement au choix de l'investigateur. Alors, est-ce que l'ADN tumoral circulant va être capable de nous aider à départager les patients? Puisqu'il y a des patients qui, malgré une augmentation sur les critères habituels radiologiques, voient leur maladie augmenter, mais vont bien, continuent le traitement et ont une survie prolongée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, dans cette étude de phase 3, il y avait une étude exploratoire associée grâce au prélèvement de sang des patients au cours de traitement dans le bras tébentafusp, où on avait des prélèvements sanguins réguliers avant le traitement, au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois, etc., pour mesurer la quantité d'ADN tumoral circulant sur les principales mutations. Donc dans cette étude, ce n'était pas sur 2, mais sur 6 mutations les plus représentatives de la maladie. Donc ce qui est important, c'est que comme ce que nous a présenté Shufang, on a 61% des patients testés qui avaient de l'ADN tumoral circulant détectable avant de commencer le traitement. Et là aussi, il y avait une proportionnalité à la masse tumorale. Plus les métastases étaient grosses dans le foie, plus ce taux était élevé dans le sang du patient avant de recevoir le traitement. Sous traitement, et ça c'est ce schéma-là, 88% des patients, après 9 semaines de traitement, donc 9 semaines ça fait 3 cycles, 3 x 3, 9, 88% d'entre eux ont vu une diminution de l'ADN tumoral circulant. C'est beaucoup, 88%. Et parmi ces 88%, 37%, donc plus d'un tiers, ont vu la disparition pure et simple de l'ADN tumoral circulant. Donc ils en avaient au départ, à 9 semaines, il n'y en a plus. Un tiers d'entre eux. Pour 44% supplémentaires, il y avait une réduction d'au moins 50% du taux initial de l'ADN tumoral circulant. Donc j'en ai 50 avant de commencer, j'en ai au moins, 25 ou moins au bout de 9 semaines de traitement. Et finalement, il n'y en a que 12% qui, avec un ADN tumoral circulant détectable au départ, voyaient leur taux augmenter après 9 semaines de traitement. Alors, comme on sait que malgré la progression radiologique, il y a un bénéfice en survie à ce traitement, les chercheurs dans l'étude ont regardé si on pouvait corréler, mettre en perspective l'avantage en survie et l'évolution du taux de l'ADN tumoral circulant. C'est le cas. Sur cette courbe ici, vous voyez chez les patients en bleu foncé
qui n'avaient plus d'ADN tumoral circulant à semaine 9 versus ceux qui en avaient encore à semaine 9 en bleu clair. La différence de survie, elle est très importante avec le hazard ratio à 0,32, c'est-à-dire avec un bénéfice plus important que dans la population générale sous T-bêta-FUSP. C'est vrai également chez les patients, je ne l'ai pas mise la courbe, mais si on prend les patients, tous les patients qui ont progressé sous T-bêta-FUSP, il y a des patients qui ont progressé, qui n'ont plus du tout d'ADN tumoral circulant. Et ceux-là vont avoir une meilleure survie par rapport à ceux qui ont encore de l'ADN tumoral circulant. Alors, cette technique, elle a des limites. Elle est au début, comme l'ont dit mes collègues très justement tout à l'heure, mais ça va peut-être nous aider à mieux comprendre comment se comporte la maladie sous ce nouveau type de traitement et pouvoir monitorer ce qu'on appelle monitorer le traitement. Peut-être qu'il y a des patients qui, progressant rapidement sous le traitement au bout de quelques mois, si le taux d'ADN tumoral circulant augmente, comme augmentent les images radiologiques, il faut peut-être arrêter ce traitement chez ces patients-là et leur proposer vite autre chose pour essayer un autre mécanisme d'action, une autre molécule, un essai clinique, que sais-je. À l'autre bout de la courbe, les patients qui sont sous traitement depuis très longtemps, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué là, mais là, il y a des gens qui sont sous traitement depuis plus de 4 ans. Moi, j'en connais dans cette salle qui vont bientôt fêter leurs 5 ans de traitement et qui vont très, très bien. Bon. Donc, chez ces patients-là, qui sont sous traitement depuis très, 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 très longtemps, est-ce qu'il y a des patients chez qui la maladie est totalement éteinte et pour lesquels on pourrait arrêter le traitement, plus exactement le suspendre, tout en les suivant, par exemple, avec des prises de sang et regarder l'ADN tumoral circulant, en même temps que de faire des IRM. Si tous les indicateurs sont au vert, on les laisse tranquilles, le corps se repose, ils partent en vacances, ils vivent normalement. Et si un jour, l'IRM change ou le taux d'ADN tumoral circulant remonte, eh ben on reprend le traitement. Tout ça, c'est des hypothèses, j'ai absolument pas les réponses. Mais en tout cas, cet outil, l'ADN tumoral circulant, peut peut-être nous aider à mieux comprendre le comportement de cette maladie particulière sous ce traitement particulier. De la même façon, les patients qui vont être candidats à un traitement loco-régional, la chirurgie, la radiofréquence, autres traitements loco-régional, on pourrait également avoir une idée de l'efficacité de ce traitement loco-régional grâce à cette mesure du taux sanguin d'ADN tumoral circulant. On pourrait peut-être même s'aider de ces taux-là pour choisir les meilleurs candidats dans leur propre intérêt à ce type de traitement loco-régional. Plus on a d'outils pour comprendre la maladie, mieux c'est. Donc ce n'est pas cliché d'IRM versus ADN tumoral circulant, c'est les deux qui vont nous aider à mieux comprendre. Vous voyez que c'est une étude qui a rassemblé un nombre incalculable de sites à travers le monde, des États-Unis à l'Australie, l'Europe, etc. Donc, dans une maladie rare, il faut qu'on travaille tous ensemble et c'est possible. En 3 ans, en moins de 3 ans, tous les patients ont été recrutés dans cette étude qui est le premier médicament enregistré aux États-Unis comme en Europe comme médicament efficace dans le traitement de cette maladie. Il n'y en a pas d'autres qui soient enregistrés dans le mélanome uvéal métastatique spécifiquement. Alors, quels sont les essais en cours et à venir? Donc, je ne peux pas parler de tout, donc j'ai fait un choix. Le choix, c'est d'abord les essais qui sont menés à l'Institut Curie et qui sont promus par l'Institut Curie, et quelques essais qui me paraissent, dans l'avenir immédiat, être de grande importance pour les patients. Donc le premier, c'est l'étude Plume, qui est dirigée par Manuel. Donc c'est ce qu'on appelle une étude de phase 2. Donc ce n'est pas la phase 3, il n'y a pas un tirage au sort, il n'y a pas de bras. Il n'y a qu'un bras, c'est la phase précédente, c'est-à-dire la phase à laquelle on va tester un médicament ou une association. En l'occurrence, ici, c'est une association de 2 médicaments sur des hypothèses biologiques solides, voire, et c'est le cas ici, sur une expérience de la même association qui fonctionne dans d'autres types de cancers. Et on va tester spécifiquement cette association dans une population homogène de patients atteints de mélanome uvéal métastatique, avec comme objectif de regarder de près son efficacité. Donc c'est le cas de l'association pembrolizumab, donc une immunothérapie, et l'envatinib, donc ça c'est encore une autre classe de médicaments.
c'est ce qu'on appelle un inhibiteur de tyrosine kinase, donc un traitement ciblé qui, d'une certaine façon, va empêcher les voies métaboliques dans la cellule tumorale qui la conduisent à sa prolifération. On va faire simple. Avec aussi ce qu'on appelle un effet anti-angiogénique. Donc angiogénique, c'est vaisseau sanguin. Donc une tumeur comme n'importe quel organe, je dirais, elle a besoin de manger pour grossir. Et pour grossir, elle fabrique des néo-vaisseaux, des vaisseaux nouveaux qu'elle branche sur la circulation normale du patient. Donc un médicament anti-angiogénique, il l'empêche d'une certaine façon de manger. Donc si elle ne mange plus, elle meurt. Voilà, c'est assez simplifié, mais c'est quand même ça. Donc dans cette étude de phase 2, 54 patients, donc vous voyez, c'est un nombre de patients plus petit, qui va être étudié en 2 cohortes. Les patients qui ont reçu du tebentafusp et ceux qui n'en ont pas reçu, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 50% des patients qui peuvent bénéficier du tebentafusp parce qu'ils sont HLA 0201. Donc il faut beaucoup qu'on travaille pour la moitié de patients qui n'ont pas la possibilité de recevoir ce médicament. Et il faut étudier l'efficacité de nouvelles combinaisons chez les patients qui ont reçu ou pas tebentafusp. Parce que quand un nouveau médicament apparaît dans un paysage thérapeutique, tout ce qui a pu être administré à un patient avant, après, peut avoir une influence même sur l'efficacité d'un traitement. Il peut avoir modifié son environnement immunitaire, il peut avoir modifié des choses qu'on n'a pas forcément anticipées d'ailleurs. Donc c'est très important de préspécifier, de faire des groupes de patients les plus homogènes possibles. Et notamment, j'ai reçu ou j'ai pas reçu le médicament de référence avant de rentrer dans cet essai clinique. Ici, on a une perfusion toutes les 3 semaines et un médicament oral, la combinaison des deux. Et donc, cette combinaison, elle a montré ce qu'on appelle une synergie, c'est-à-dire que mettre les deux ensemble, c'est plus efficace que chacun des médicaments séparément. Et c'est déjà montré en termes d'efficacité dans d'autres cancers comme l'utérus ou le cancer du rein. Donc cette étude, elle est en cours. Donc on n'a pas de résultat avant qu'une étude soit terminée. On peut juste dire à ce stade, Manuel, tu seras d'accord, que la tolérance est acceptable et que l'étude continue. On a encore moins d'1 an d'inclusion, c'est ça ? 6 mois d'inclusion. Mais on ne peut pas donner, c'est pas qu'on ne peut pas donner, c'est qu'on n'a pas de résultat tant que tout le monde n'est pas rentré dans l'étude. Parce que, imaginons, sur les 54 patients, peut-être que les 15 premiers qui chronologiquement sont rentrés vont être des super répondeurs et puis plus personne derrière. Ou à l'inverse, les 15 premiers, il ne se passe rien, et puis c'est les 15 derniers qui vont nous montrer quelque chose. Donc on ne tire aucune conclusion, et quand on vous répond « je n'ai pas les résultats de l'étude », ce n'est pas pour vous cacher quelque chose, c'est que tant qu'on n'a pas travaillé sur la population globale, 54 patients, là non plus, ce n'est pas un hasard, il y a une hypothèse statistique derrière. Donc tant qu'on n'a pas la totalité des patients qui ont terminé le traitement et qui ont été analysés, on ne peut rien dire, sinon on risque de dire des bêtises. On risque soit d'enterrer un médicament efficace, soit au contraire de penser à tort qu'il se passe quelque chose de positif avec cette association. La deuxième étude dont on vient de terminer les inclusions à la fin du mois de janvier, donc ça n'a rien à voir avec les médicaments, c'est une étude de sciences humaines et sociales qui s'appelle Early Together. En anglais, ça veut dire ensemble tôt. Donc sans doute certains d'entre vous participent à cette étude ici. C'est une étude qu'on mène avec le centre de Nice, donc 2 centres en France, chez 165 patients qui ont été inclus jusqu'à la semaine dernière. L'idée, c'est une recommandation internationale, c'est que quand on commence un traitement avec des médicaments d'un cancer, le fait d'être accompagné par les équipes de soins de support améliore, la qualité de vie du patient pendant son traitement, et 2, pour certains cancers, en tout cas c'est déjà prouvé, améliore les résultats du traitement. Parce qu'on va gérer, en anticiper les effets secondaires, on va améliorer le moral, on va améliorer par exemple l'état diététique du patient s'il se nourrit mal et il a perdu du poids. On sait que l'état général et l'état de dénutrition sont des facteurs pronostiques du cancer en soi, quel que soit le cancer. Donc cet accompagnement d'emblée, parallèlement au traitement oncologique médical de la maladie,
améliore les résultats. Donc, ça n'a jamais été fait dans une tumeur rare comme celle-ci, qui, comme vous le savez peut-être, donne très peu de symptômes. Donc, ici, toute la place est faite à l'accompagnement psychologique d'une maladie grave, potentiellement mortelle, du patient et de son entourage, parce que son entourage aussi, il a besoin d'être soutenu pour lui-même pouvoir soutenir le patient. Et donc, on travaille main dans la main avec toute l'équipe des soins de support et des soins palliatifs de l'Institut Curie, avec comme objectif principal la satisfaction du patient par rapport à ses propres objectifs, ses propres besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins, on les exprime ou pas pendant la consultation. Ils viennent au cours du temps évoluer avec l'évolution de la maladie, avec l'efficacité ou pas des traitements qu'on vous propose. Bref, on est là pour essayer de faire mieux. Les patients sont suivis pendant 1 an et avec des évaluations successives, on va essayer de coller au mieux à leurs besoins de façon à les accompagner au mieux dans cette maladie. Et pour nous aider, on a bien sûr des psychologues, des psychiatres et notamment Yves Libert, qui est un professeur de psychiatrie belge, qui nous fait des espèces de séances de coaching pour essayer de mieux décoder les besoins des patients qui sont plus ou moins exprimés pendant la consultation. Donc là, on a fini les inclusions. Comme chaque patient est suivi 1 an dans l'étude, on va attendre début 2025 pour pouvoir commencer à dépouiller les résultats qui, j'espère, seront connus dans l'année 2025. Donc ça, c'est une très belle collaboration avec les soins de support. Une étude randomisée de soins de support, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un projet qui est soutenu par le CIRIC. Un troisième projet propre à l'Institut Curie, et là aussi je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui y participent, c'est ce qu'on appelle la cohorte Salomé. Donc c'est une cohorte, ce n'est pas un essai clinique. Donc c'est tous les patients qui arrivent à l'Institut Curie avec un diagnostic de mélanome uvéal et donc sont pris en charge par nos collègues ophtalmologistes et qui vont avoir un traitement de l'œil. Ce traitement de l'œil, on vous l'a expliqué ce matin, pour 20% des cas max, c'est une énucléation parce que la tumeur elle est mal placée ou elle est trop grosse. Et pour les 80 autres %, on va conserver l'œil et faire en général radiothérapie ou brachythérapie, curithérapie. On connaît les facteurs de risque de rechute, c'est-à-dire le risque métastatique. Il est lié à 2 choses, je ne sais pas si Denis en a parlé ce matin. La première chose, c'est la taille de la tumeur, ça c'est vrai pour tous les cancers. Plus elle est grosse, plus le risque qu'elle ait essaimé en dehors de l'œil est important. Et le deuxième, c'est les gènes modifiés dans la tumeur, et notamment le chromosome 3 et le chromosome 8 de la tumeur. Avec ces 2 types de facteurs, on est capable de faire des groupes de patients avec des risques différents d'évolution métastatique. Donc Salomé permet de suivre les patients en fonction de leur risque. C'est une cohorte prospective de suivi adapté au risque individuel de chacun. Les patients qui sont à bas risque, ils sont ici. Donc chez nous, ça représente à peu près 180 patients par an. On va suivre leur foie, puisque le risque il est principalement hépatique, par une échographie tous les 6 mois, pendant au moins 10 ans, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des rechutes tardives, donc il ne faut pas s'arrêter à 5 ans. J'ai entendu Jean-Yves Blais ce matin sur France Inter, donc le mélanome uvéal ne fait pas partie des tumeurs pour lesquelles on peut dire à 5 ans vous êtes guéri. Pardon de vous dire ça, mais votre suivi hépatique il doit aller au-delà de 5 ans. Pour les patients qui ont un plus haut risque de rechute, parce que la tumeur est grosse, parce que la génétique est moins favorable, ou les 2 associés, on recommande un suivi en oncologie médicale. Donc là, c'est Manuel ou moi qui voyons les patients en dehors des consultations d'ophtalmologie. Et on va leur prescrire des IRM hépatiques qui vont être réalisées tous les 6 mois. Et là aussi, bien au-delà des 10 ans, pour essayer de détecter des rechutes qui vont être totalement asymptomatiques, c'est-à-dire on ne sent rien. Il n'y a pas de marqueurs tumoraux comme dans le cancer du sein ou le cancer de la prostate. Donc il n'y a rien dans le sang aujourd'hui qui nous permet de dire la tumeur est en train de se réveiller. Rien. Ni la clinique, ni la biologie. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de dépister ou de diagnostiquer plutôt que de dépister le plus tôt possible des toutes petites images, comme vous avez dû voir ce matin avec mes collègues radiologues, en IRM, et qui vont être accessibles à un traitement local, loco-régional,
voire du fait de l'efficacité du tébentafus, peut-être un traitement médical premier avant un traitement loco-régional. Donc chez ces patients à haut risque, nous proposons l'IRM. On voit les patients parallèlement aux ophtalmologistes tous les 6 mois avec ces IRM. Et pour les patients qui ont été énucléés, on leur propose un prélèvement sanguin à visée de recherche, donc là on n'a aucun résultat, qui va essayer de permettre aux chercheurs de trouver des choses peut-être en avance encore sur les premières anomalies qui pourraient apparaître en IRM. Plus on va intervenir tôt, plus on a de chances, même si on ne l'a pas prouvé aujourd'hui, d'être efficace dans la prise en charge de cette maladie métastatique à tout petit volume. Donc ça, c'est la cohorte Salomé. 700 patients sont prévus dans cette cohorte. On en a déjà inclus 350. Donc encore quelques années de travail. Les chercheurs, parallèlement, ils travaillent sur les prélèvements sanguins. Si jamais quelque chose sortait, bien sûr, tous les patients qui sont déjà inclus dans Salomé en bénéficieront. Mais peut-être qu'on ne saura que dans quelques années s'il y a un marqueur qui va nous permettre d'être encore plus efficace que l'IRM hépatique. Alors venons-en à des nouveaux médicaments. Le premier, c'est encore un nouveau médicament dans son mode d'action. C'est ce qu'on appelle un ADC. Donc j'ai cherché dans Wikipédia comment on le traduisait en français, parce que nous, on a l'habitude d'utiliser les mots en anglais. Donc c'est un conjugué anticorps médicament. Donc là encore, c'est un traitement ciblé. Donc ciblé pour tuer les cellules tumorales. Donc c'est un anticorps qui va aller se fixer à la cellule tumorale bien reconnue pour quelque chose de précis et qui va délivrer à l'intérieur une bombe atomique pour tuer cette cellule tumorale. Et donc ça repose sur les mutations GNAQ, GNA11. Donc on vous a dit c'est 90-95% des cas de mélanome uvéal et ça existe dans d'autres mélanomes qui sont rares. Et en fait, on se dit que si on va directement inhiber les mutations GNAQ, GNA11, c'est plus efficace que d'agir par défaut sur ce qu'on appelle les voies d'aval. Comme on ne connaissait pas la cible spécifique de cette mutation, on essayait de bloquer le ruisseau en dessous, quoi, pour éviter qu'il s'écoule. Mais il vaudrait mieux fermer le robinet que de mettre le barrage qui risque d'être débordé à un moment. Ça, c'est certain. Bon, excusez, mais voilà. Donc, l'accroche, c'est toujours le GP100, cet antigène qui a la cellule des cellules qui produisent de la mélanine, et d'ailleurs qui est plus exprimé sur les cellules de mélanome uvéal que cutané, et il y en a évidemment aussi sur les cellules normales. Et puis, ce qui est accroché en violet là, c'est un médicament qui va directement inhiber la mutation qui est à l'origine de la maladie. Donc, c'est le mécanisme de la clé dans la serrure, quoi. Plus on a une clé adaptée à la serrure, plus on a de chances d'être efficace. Et tout ça, c'est toutes les années de recherche fondamentale au labo sur la caractérisation des cellules de cette maladie rare, à Curie et bien évidemment ailleurs. Plus on connaît la biologie d'une tumeur, plus on est capable de décortiquer les mécanismes qui font qu'elle échappe à toutes les régulations du corps humain, et on est capable après de fabriquer des médicaments qui vont exactement mettre là où ça fait mal et tuer cette cellule tumorale. Donc c'est une nouvelle classe de médicaments, les conjugués anticorps médicaments. C'est développé dans d'autres cancers, bien évidemment, par exemple pour le cancer du sein HER2 positif, qui est aussi une cible qu'on a envie d'atteindre dans le cancer du sein. Et donc, il va aller se fixer sur la cellule tumorale en le reconnaissant par cette protéine de surface qui est GP100. Il rentre dedans, il délivre son petit... à l'intérieur est processé sa petite bombe atomique, et allez, vas-y, tu relargues la bombe atomique et la cellule explose. Voilà. Et évidemment, ça fait moins d'effets secondaires qu'une chimiothérapie qu'on pourrait qualifier de bombe atomique, parce que la chimiothérapie, elle détruit toutes les cellules en division, pour faire simple. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'effets secondaires de la chimiothérapie. Plus on va être capable de cibler la cellule tumorale qu'on veut atteindre, moins on atteint celles qui ne correspondent pas à la cible cherchée. Et donc, cette étude, elle est en cours au niveau international. Donc, c'est une étude qui est sur le mélanome uvéal métastatique, quel que soit le statut HLA, et qui va aussi s'adresser à des mélanomes qui ont les mutations GNAQ, GNA11, qu'ils soient cutanés, muqueux, où il y a ce qu'on appelle des mélanomes orbitaires primaires,
c'est exceptionnel, méningés, exceptionnels, mais qui ont ces mutations. Et donc les premiers résultats, ils ont été publiés à un congrès en novembre dernier. Donc vous voyez 42 patients traités. Il y a plusieurs doses qui ont été explorées. Et ça, c'est ce qu'on appelle un essai de phase 1-2. Donc phase 1, on a dit 3, je vous ai expliqué 2, maintenant je vous explique 1. Une phase 1, c'est l'utilisation d'un médicament pour mieux connaître le médicament. Ça s'adresse à des patients qui ont déjà reçu tous les médicaments habituels de leur maladie et pour lesquels on n'a pas de traitement de référence à proposer. Donc on va utiliser un médicament avec soit des schémas différents, soit des doses différentes pour essayer de trouver la meilleure dose à leur administrer, donc dans un objectif de tolérance. Et dans cette étude, 74% des patients ont eu une réduction tumorale sans toxicité dose limitante, donc on peut augmenter la dose. Bien sûr, il y a des effets secondaires, mais ils sont tout à fait gérables. Et ce qui est très intéressant, c'est, vous voyez les plus et les moins ici, il y a des gens qui répondent, des patients qui répondent qu'ils aient ou pas reçu du tebentafusp. Autre molécule prometteuse, ce qu'on appelle le darovasertib. Donc ça, c'est un traitement ciblé qui est un inhibiteur de protéine kinase C qui est situé en aval de la mutation G1AQ, G1A11 et qui a été testé seul, puis associé avec un deuxième inhibiteur qui s'appelle c-MET et qui est un récepteur à la surface des hépatocytes, notamment tumoraux de mélanome uvéal. Et dans cette étude, la combinaison ayant été testée en préclinique et étant synergique, c'est-à-dire avec une efficacité plus grande, vous voyez ces courbes où tous les patients qui sont en dessous du zéro, là, c'est des patients qui ont répondu. Donc, le taux de réponse, il est à 39% dans cette étude, avec les premiers résultats montrés à l'ESMO cette année. Et puis, comme on a parlé d'ADN tumoral circulant, chez 94% des patients qui avaient de l'ADN tumoral circulant au moment de la mise en route de l'étude, il y avait une réponse moléculaire. Et là aussi, une toxicité essentiellement digestive et fatigue, mais qui est tout à fait tolérable. Ce médicament, il vient de commencer une étude chez les patients HLA 0201 positifs en première ligne métastatique, en combinaison versus le choix de l'investigateur. Dans un premier temps, on va choisir la meilleure dose de crizotinib associée à celle du darovasertib, et ensuite ça se transformera en phase 3 randomisée. Donc on va bientôt démarrer l'étude en France, qui est prévue comme l'étude de phase 3 avec le tebentafusp chez 350 patients et 60 sites. Alors en phase précoce de la maladie, il y a deux choses qui vont arriver très vite. Le même médicament, le darovasertib, chez 80 patients en 2 cohortes, donc des patients qui en sont au diagnostic de tumeurs primitives, donc tumeurs en place, et pour lesquelles on prévoit une énucléation ou une radiothérapie. Donc c'est ce qu'on appelle une étude preuve de concept. Le darovasertib ici, il est utilisé seul. Et chez les patients énucléés, l'objectif de l'étude, c'est la conservation de la vision, en l'occurrence de l'œil. Et chez les patients qui ont une radiothérapie, une réduction de la dose délivrée de radiothérapie. Et chez ces patients qui auront pu recevoir du traitement jusqu'à 6 mois avant l'opération ou la radiothérapie de l'œil, nous, oncologues médicaux, on pourra leur proposer le traitement en adjuvant en espérant retarder ou éviter les rechutes ultérieures. Donc cet essai, il va également commencer en France bientôt. Et enfin, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, d'ici la fin de l'année, en tout cas début 2025, une étude européenne, mais également aux États-Unis et en Australie, en tout cas elle est gérée par un organe de recherche qu'on appelle EORTC, qui est basé à Bruxelles, qui va utiliser le tebentafusp en situation adjuvante pendant 6 mois, donc après le traitement de la tumeur oculaire, contre pas de tebentafusp, une étude randomisée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, chez les patients qui ont un haut risque de rechute. Qu'est-ce qu'on appelle haut risque de rechute ? La taille de la tumeur ou son risque génétique. Voilà, j'ai terminé si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. On a peut-être quelques minutes de questions. On a un tout petit peu de retard, mais pas grand-chose. Avant la dernière présentation de Madame Delis, qui est connectée à distance et qui pourra donc vous faire sa présentation sur l'association EMPACO. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui.
Oui, moi je voulais une petite précision sur ce qu'on appelle vraiment rechute. En fait, moi quand on parle de rechute, je pensais que c'était de nouveau la tumeur initiale qui se remettait à grossir. Mais je crois comprendre que la rechute, c'est aussi les métastases. En fait, quand on parle de rechute, les métastases font partie de la rechute. Tout à C'est fait. pas une continuation de la maladie, on appelle ça rechute en fait. On appelle ça rechute parce qu'avant, elle n'était pas visible. D'accord. Mais peut-être qu'elle était déjà là. Donc D'accord. rechute, ça englobe la rechute locale, là où est née la tumeur, donc l'œil, et la rechute à distance, c'est-à-dire les métastases, qui sont le plus souvent dans le foie, mais pas toujours que dans le foie. D'accord, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question en ligne, je pense, là. Bonjour. Moi, je dirais, pardon, je voulais juste répondre à la question en ligne d'abord. Donc, pour les patients à bas risque, à quelle échéance peut-on arrêter la surveillance 10 ans, 15 ans? Je n'ai pas la réponse. Tant que le patient supporte de réaliser la surveillance, moi, je dirais qu'il ne faut pas arrêter. C'est ça. On a eu plusieurs fois la question dans la journée, en fait, pendant les pauses. Il y a une question là, et après il y aura une question ici. Ce serait juste pour éclaircir un point, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Quand vous présentez j'appelle ça des taux de survie, je ne sais pas si c'est le bon terme. Oui. Je voudrais savoir, c'est à partir du diagnostic de la maladie, donc le mélanome uvéal, ou uniquement à partir de l'apparition des métastases? Alors, c'est à partir de la mise en route du traitement que l'on teste. D'accord, merci. Donc, même pas depuis l'apparition de... S'il y a eu une chirurgie du foie, par exemple, non, c'est par rapport à la survie dans le traitement, sous traitement, en fait. Quel est le bénéfice du traitement que l'on teste? Merci, c'est encore plus positif que ce que je pensais. Ça démarre la signature. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais la courbe démarre à la signature Voilà. du consentement. Alors, même avant le début du traitement. C'est ça. À l'inclusion, exactement, Voilà. tout à fait. D'où le fait que quand on signe, il faut vite démarrer le traitement derrière, sinon on biaise cette courbe. Important pour l'évaluation. Alors une dernière question qui est là, comme ça après on pourra passer à la dernière présentation, c'est avec qui et comment se font les propositions de participation aux essais cliniques? C'est une excellente question. Donc les essais cliniques en cancérologie, ils ont lieu dans des centres qui traitent les patients atteints de cancer et qui ont des équipes dédiées à la recherche clinique. Parce que quand on fait un essai de recherche clinique, il y a beaucoup de travail de beaucoup de gens. Il faut recueillir les données, il faut recueillir les échantillons, il faut rentrer les données dans une base anonymisée, il faut suivre les patients de la même façon, etc. Donc c'est beaucoup de travail. Donc tous les docteurs dans les cabinets de ville n'ont pas la possibilité de faire ces essais cliniques. Et quand on est dans une tumeur rare, en général, les essais cliniques se font dans les centres qui ont l'habitude de ces tumeurs rares. Donc si vous êtes traité dans un centre de référence du réseau Mélaconate, vous en parlez au docteur oncologue qui s'occupe de vous ou ophtalmologiste qui s'occupe de vous. Si c'est dans un autre centre, ce médecin, s'il n'a pas de traitement à vous proposer, normalement, il va se renseigner, demander un avis d'experts. Et nous, on a une réunion multidisciplinaire nationale hebdomadaire où on accueille les demandes d'avis des collègues, pas des patients directement, mais c'est plus facile par l'intermédiaire des docteurs qui les prennent en charge et qui nous posent notamment la question « Y a-t-il un essai clinique pour mon patient ?» Donc, passez par vos médecins. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions urgentes, on a une dernière question urgente. On a une échographie hépatique tous les 6 mois. Donc, en fait, l'oncologue de Curie va le détecter. C'est elle qui nous prendra en charge. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Donc, dans l'échographie hépatique, Oui. si elle devient positive, Oui. la personne qui va être au courant, c'est le docteur, pour moi, le docteur Lombroso, donc Oui. la Curie. Oui. C'est elle qui générera toute Tout à fait. l'analyse. Tout à fait. On travaille en étroite collaboration avec nos collègues ophtalmo, bien évidemment. Alors après, attention, il faut c'est ce que je dis toujours à mes patients en consultation, il faut se prendre en main. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, le radiologue a fait l'écho, le radiologue va sûrement contacter lui-même le docteur Lombroso qui va elle-même me contacter et me tenir par la main pour m'apporter la biopsie. Vous avez votre échographie qui dit quelque chose de bizarre, hop,
vous demandez, vous envoyez vous-même au Pas docteur toujours, Lombroso, pas toujours. vous Les demandez au docteur cabinets vous Lombroso ce qu'il disent faut qu'ils vous faire. envoient les résultats, mais pas toujours. Voilà, c'est Donc ça. c'est à vous de vous prendre en main Ouais. et de nous faire parvenir les résultats. Et si un mois après, vous n'avez pas de retour de Curie, vous ne dites pas, tiens, c'est que tout va bien sûrement. Non, On non, rappelle. c'est peut-être qu'on ne l'a pas reçu, c'est peut-être qu'on ne l'a pas. Donc, est-ce que j'ai une trace de Curie qui me dit, j'ai reçu et je suis content. Il y avait une remarque. Oui, voilà. Alors, d'abord, une remarque, c'est sur l'explication éventuellement de la procédure. Effectivement, si on est détecté négatif ou positif dans ce domaine, effectivement, de dire on envoie ça à notre. Moi aussi, c'est le docteur Lombroso qui me suit. Donc, d'accélérer effectivement le plus possible la procédure. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, elle est plus personnelle. Je voudrais vous remercier pour cette journée d'apprentissage exceptionnel. En même temps, de voir avec quelle force la recherche et la motivation et l'engagement des différents chercheurs que nous avons eus depuis ce matin est forte. Et pour moi, je trouve ça formidable. Donc c'est 1000 bravos. Et j'espère être présent à la 7e édition pour l'année prochaine. Voilà. Merci à vous.